Oui, c'était mieux avant. Puis je l'ai vécu, je sais, je parle donc en connaissance de cause, de ce que l'ancien monde avait de pesant, d'injuste souvent. Mais ce que nous avons gagné globalement relève de la technique. Ce que nous avons perdu relève de l'humanité. La joie de vivre, l'entraide, le don, la gratuité, la légèreté, la gaieté, la solidarité. Patrick Buisson, bonjour. Bonjour Charlotte. Alors vous revenez après 2 ans de silence et vous revenez avec un livre qui vous a pris du temps à écrire, qui s'appelle La fin d'un monde et qui commence sur la crise sanitaire que nous venons de vivre avec un prisme assez intéressant, c'est que pendant 1 an, les plus rebelles, on va dire, ont commenté sur la perte de liberté. Vous dites en fait ça a révélé une perte de sens. Bah oui, c'est pas tout à fait la même chose. Et je plains ceux qui ne voient pas ce qui saute aux yeux. C'est-à-dire que pour la première fois, on est face à un événement régressif et nous sommes plus démunis que le Moyen-Âge face à la peste noire. Nous ne savons pas ce que c'est que cette bestiole, pourquoi elle nous arrive, combien de temps ça va durer. Elle frappe de manière arbitraire. Alors on a compris que c'est les plus vulnérables, c'est les vieux, etc. Mais chacun se sent quand même vaguement menacé. Et puis surtout, on assiste à une espèce de ce qu'on appelle une panique morale sur une société qui est en plein désarroi, des politiques qui le sont encore plus, qui sont là pour guider généralement les populations dont ils ont la charge et la responsabilité, et qui ne savent pas quoi faire et qui ne savent pas quoi dire finalement. Voilà. Et donc pour la première fois, de manière expérimentale, comme dans un laboratoire, on est confronté au désenchantement du monde qu'avait diagnostiqué Max Weber, c'est-à-dire un monde où il n'y a plus cette espèce de protection divine, la protection des dieux, et qui laisse, selon la formule de Marcel Gauchet, l'homme vivre à nu. C'est-à-dire sans référence, sans repère, sans schéma d'explication, sans la possibilité même de comprendre ce qui lui arrive parce que ce monde-là lui est devenu totalement étranger. Il y a une phrase que j'aime beaucoup de Bernard Charbonneau, le fondateur de l'écologie antimoderne, qui dit « Les sociétés anciennes connaissaient les malheurs, la nôtre connaît le malheur ». Il voulait dire par là que les religions avaient certainement des torts, des insuffisances. On a tellement critiqué la religion comme un facteur d'hétéronomie qui aliénait les hommes qu'on n'a pas vu aussi qu'elle aliénait peut-être certains individus, elle en libérait beaucoup d'autres, parce qu'elle les faisait vivre à l'abri de l'horreur absolue qu'est le néant de la conscience, le néant de ce qu'est la personne humaine. La fonction des églises, de la religion et de l'église catholique en France et en Occident, c'était de dissimuler aux hommes le spectacle de l'abîme. Et là, la pandémie nous révèle qu'entre l'abîme et nous, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de Dieu, il n'y a plus de sacralité transcendante, il n'y a plus de sacralité horizontale. J'en parlais hier, j'en débattais avec Luc Ferry, qui me disait, mais vous mésestimez les sacralités horizontales. Mais qu'est-ce que c'est que les sacralités horizontales? Il me dit, l'amour. La religion de l'amour. Alors parlons-en. C'est vrai qu'après-guerre, dans les années 45-50, la vieille idée du mariage d'intérêt, du mariage d'affinité, ayant fait son temps, apparaît cette notion de mariage d'amour. On se marie parce qu'on s'aime. Le problème, c'est qu'à peine installée, la religion de l'amour va se heurter à une difficulté majeure. Le schéma mental qui fait les religions, c'est la permanence et la fixité. Vous croyez à un même Dieu du début à la fin de votre vie. C'est la condition même du sacré. C'est que le sacré est immuable. C'est la différence avec nous. Bon. Et la religion de l'amour, elle va vivre longtemps, puisqu'en 1975, Giscard nous gratifie de la loi sur le divorce par consentement mutuel. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de permanence, il n'y a plus de fixité. On passe de l'indissolubilité au révocable. C'est d'ailleurs tout le symbole de la modernité. Hein. C'est le passage, la modernité, c'est délier, c'est dénouer. Donc, ce qui est indissoluble, et c'est la phrase, vous le savez, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le défasse pas, ce qui est indissoluble est absolument insupportable, puisque le propre de la modernité, c'est au fond d'être la traduction philosophique du capitalisme. Le grand des constructeurs, c'est le capitalisme. Selon le principe schumpeterien de la destruction, innovation. Bon. Ce qui va détruire
la France que nous aimions, ce monde ancien qui est en train de revenir, c'est précisément le capitalisme à partir de la fin du 19e. C'est le premier exode rural, c'est effectivement le grand broyeur des mœurs, des croyances, des coutumes, parce que il arrache tout, il détruit tout pour créer de la valeur ajoutée marchande. Hein, voilà. Par exemple, l'économie longtemps, alors je ne dis pas, je ne suis pas en train, comme beaucoup de gens de droite, d'idéaliser le passé. Vous savez, le mythe de l'âge d'or, pour les gens de droite, effectivement, il est derrière, pour les gens de gauche, il est devant. Moi, je ne suis pas en train de vous dire que le monde ancien était merveilleux, qu'il avait passé l'atrocité, sa dureté, je l'ai vécu, donc je le connais, mais il avait d'autres choses dont on parlera, si vous le voulez, Charlotte, qui sont infiniment plus précieuses. Alors oui, ça a été la grande découverte de la pandémie, c'est que nous étions face à notre propre vide et qu'aucun écho nous était renvoyé. Alors il y a une chose qui a été étonnante dans cette année, dans cette crise sanitaire, c'est d'abord, on a découvert que la science doutait, enfin, ce qu'on appelait la science et qui devait qui annonçait quasiment la mort de la mort, a douté et n'a pas été capable de comprendre le virus. On a des hommes politiques qui ne savent pas comment répondre pour les raisons que vous évoquez. Et on a aussi une grande absente qui est la religion. Emmanuel Macron décide que le culte ne sera plus public pendant cette crise et les cultes se font très discrets. Ils se font très discrets parce qu'ils ont malheureusement une longue habitude d'obéissance au pouvoir civil. On aimerait leur rappeler que la parole de leur fondateur, on parle de l'Église catholique, est une parole insurrectionnelle. Alors je sais bien, saint Paul nous dit qu'il faut obéir aux États constitués, mais la soumission au pouvoir ne doit pas aller jusqu'à le reniement. Moi, il y a la devise de la famille, je crois que c'est des Clermont-Tonnerre, si je ne dis pas de sottises, et qui est toujours une devise moi, qui m'a fasciné. En fait, c'est un mot de trahison qui devient un panache d'orgueil. Si omnes, ego non. Si tous, moi pas. C'est ce que dit Saint Pierre 3 fois au Christ. Seigneur, tout le monde te trahira, mais moi je ne te trahirai pas. Quoi. Et donc, c'est quand même la marque de l'infamie, parce qu'on sait que ça se termine mal et qu'il le trahit. Mais cette vieille famille aristocratique a renversé ça en disant, si tout le monde est sur une même ligne, une même voie, nous, non. Notre honneur, c'est de penser et d'agir différemment. Votre question, elle est importante, oui. Oui, parce que j'ai dit dans cet entretien de Valeurs Actuelles qu'il s'est passé quelque chose d'important, c'est la délégitimation de la parole experte. Les experts se sont ridiculisés. On a vu qu'ils échangeaient des propos des analystes totalement contradictoires. On s'est dit, c'est ça la science, la médecine. Alors, la médecine n'est pas une science, c'est un art, mais quand même. Donc, effectivement, on ne peut que douter du grand récit scientifique libérateur, émancipateur, en écoutant pendant 3 mois, 5 mois, 6 mois, ces professeurs en disant qu'ils ne sont pas mieux que les politiques, finalement. Et surtout, ils ne sont pas capables de certitude. Alors c'est quand même extraordinaire, parce que ce matérialisme s'opposait à la religion sur le thème, nous sommes dans le réel, les deux pieds bien au chaud, si j'ose dire. On a vu que c'était tout le contraire, et vous avez raison, il s'est passé à côté de, la facture que nous a présentée le monde nouveau en termes d'équilibre psychologique, de santé mentale, morale, n'employons pas de grands mots ignorés aujourd'hui de nos contemporains, était très lourde. De même, on a découvert à la faveur de et c'est plus généralement le problème de l'Église, mais le problème de la mort. C'est extraordinaire, cette société post-moderne a renversé tous les tabous. Mais elle ne s'aperçoit pas qu'à la place des vieux tabous, on en a mis d'autres. Voilà. Au XIXe siècle, le sexe était le tabou suprême. Aujourd'hui, il y a des tabous qui s'appellent religion et mort, par exemple. Vous voyez, parler de la religion dans l'espace public, c'est comme si vous parliez de quelque chose de pornographique. Bon, moi, je prétends que la vraie pornographie, c'est pas la religion, c'est la publicité, c'est la marchandise, c'est ça qui nous agresse. Mais bon, ils ne veulent pas voir les tabous qu'ils ont construits et se flattent des tabous qu'ils ont détruits il y a maintenant un siècle. C'est formidable, ça. Et donc, sur la mort, on a ce schéma, cette inversion de schéma qui dit tout, finalement, sur le processus de décivilisation qui se trouve amorcé. Première tombe attestée, 100 000 ans avant Jésus-Christ. L'homme cesse d'être un animal, il enterre son prochain, il découvre donc qu'il y a une part sacrée dans le corps qu'il va enterrer pour le mettre justement à l'abri des animaux, des charognards, de ceux qui risquent de le dévorer, et il l'enterre. Et donc évidemment que les anthropologues, les historiens, enfin ceux qui
font profession en tout cas de regarder les choses, disent ah, l'histoire de l'aventure humaine commence là. Avant, on ne sait pas très bien ce que c'est l'homme. Puis il y a l'histoire du chaînement de Caen, entre les ramapithèques, les australopithèques. Ah, donc ça laisse peut-être place d'ailleurs pour un récit mythique qui serait celui de la Genèse, pardon. Peut-être. Mais en tout cas, il se passe un événement. L'événement biologique, qui est l'interruption de la vie organique, devient un événement spirituel. C'est-à-dire qu'il est revêtu d'une dimension sacrée. Et même sacrale, parce que rapidement, des rites vont s'organiser autour de l'enterrement, avant même le christianisme. On voit bien, d'ailleurs, on marque l'endroit de la tombe, et nous sommes engagés, nous l'avons vu là de façon terrible, sur le chemin inverse du processus de décivilisation, c'est-à-dire que la mort n'est plus un événement spirituel, elle est expédiée, dissimulée, cachée, elle devient la fin dans le protocole hospitalier, donc c'est la fin de la vie organique. Et rien que ça, parce que le corps n'est plus le réceptacle du sacré qu'il était jusqu'à présent, c'est devenu simplement une enveloppe charnelle, quelque chose qui, voilà. La Grande moderne, c'est le projet d'illisibilité de la mort. Il ne faut qu'il ne reste rien, même pas le squelette, qui était la figure allégorique de la mort. Donc on croit qu'en effaçant la figure allégorique de la mort, on va effacer la mort. Donc oui, on a douté de la science, et comme j'ai eu l'occasion de le dire, le vrai progrès, c'est que j'espère que cela aura appris à beaucoup d'esprits qui d'habitude ne réfléchissent pas à douter du progrès. Mais justement, sur cette notion du contrôle, on a perdu le contrôle pendant cette année-là, et vous notez quelque chose, vous parlez d'une rupture d'un invariant anthropologique, c'est-à-dire qu'en période de crise, les suicides diminuaient, les dépressions diminuaient, peut-être avant les suicides, et que cette fois-ci, on a énormément focalisé sur le nombre de dépressions, sur l'idée suicidaire qui s'est répandue dans la société en pleine crise, et vous faites remonter tout ça. Alors il y a un peu deux questions en une, d'abord sur cette crise cette année, et vous faites remonter, et c'est tout l'objet de votre livre, sur tout ce qui s'est passé entre les années 60 et 75. Oui. Et on a l'impression qu'il y a une ère qui a commencé à ce moment-là, ou qui était peut-être c'est l'accélération, simplement. Qui se termine. C'est l'accélération, le capitalisme s'est transformé en capitalisme consumériste, et tout le mouvement de déconstruction des mœurs, des croyances, des coutumes s'est accéléré sur ces 15 ans. Alors, oui, ce que vous dites est très intéressant sur la question de la mort auto-administrée, du suicide. Et ça renvoie d'ailleurs à cette période. Cette période, au début de la période 1960, il y a 50 000 prêtres en France. Après, ça va vite baisser. Je parle des prêtres, je ne parle pas des ordres réguliers qui, eux, n'ont jamais connu de crise. C'est à noter. Alors qu'il y a eu 2000 ou 2500 prêtres défroqués durant cette période. Les ordres réguliers, notamment bénédictins, mais aussi cisterciens, n'ont jamais cessé de progresser. Sans doute parce qu'ils offraient des conditions de vie spirituelle plus riches que celles de la prêtrise et que de ce type de sacerdoce. Mais fermons la parenthèse. Il y avait donc 50 000 prêtres pour 3 000 psys. Aujourd'hui, le nombre de prêtres a été fortement diminué, et je ne parle pas des ordres religieux. Il y a 70 000 psys en France. La différence, c'est que les psys, c'est payant. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. L'Église, au moins, on donnait ce qu'on voulait. On n'était pas obligé de respecter un tarif. Donc, ça a un coût pour la société. Donc, ça veut dire que l'Église catholique remplissait une fonction sociale. D'ailleurs, par religion, c'est religaré, donc c'est créer du lien. Cette fonction sociale, c'était une économie pour la collectivité. Aujourd'hui, c'est devenu une prestation. Moi, vous savez, j'ai été absolument estomaqué il y a 15 jours. Il y a mon menuisier, un gars, il vient de perdre sa femme. Donc je parlais avec lui, terrible, et il me dit, ouais, j'ai un coup de mou. Et ouais, il y a un coup de mou, et qu'est-ce que vous avez fait? Oh, j'ai appelé un psy, il me dit. On vendait. Donc il y a 15 ans, 20 ans, il aura appelé le curé, il sera allé voir le curé, il a appelé un psy. Le problème, c'est que le psy, il a pris 100 €. Bon. Donc cette fonction sociale, c'est-à-dire d'accompagner les individus dans leur souffrance, de leur donner des perspectives, parce que c'était le boulot du curé ou du prêtre, elle n'est plus remplie, elle est remplie simplement. Toutes les prestations qui relevaient de la gratuité ont été marchandisées. Voilà. Et donc, nous sommes cette formidable époque, vous savez, celle de l'émancipation, celle où on est autonome, celle où l'hétéronomie, l'aliénation religieuse a disparu.
fait que nous sommes les premiers consommateurs du monde de boîtes de psychotropes, le Lexamil, le Tébestat. Nous ne sommes plus dépendants d'un Dieu créateur, nous sommes dépendants de la chimie. Pas terrible, on peut pas dire que ce soit un gain, on peut dire que c'est un progrès. Et pourtant, c'est ce qui arrive, et on ne veut pas le voir, quoi. Parce que socialement, ça représente quelque chose qui se passe. Mais pourquoi ce mal-être général, alors que précisément nous sommes libérés de toutes les oppressions et les aliénations qui, à travers l'histoire, nous ont maintenus dans la condition de sujet d'un Dieu qu'on nous a expliqué être hypothétique et dont on a décrété la mort une fois, une deuxième fois, et comme j'ai l'habitude de dire, la deuxième fois c'est l'Église qui s'en est chargée, et l'enterrement a été religieux, ça s'appelle le Concile Vatican II. Je le dis par excès, par provocation, mais il y a quand même malheureusement un peu de cela, parce que je pense que les pères conciliaires étaient sûrement pour une part certains bien inspirés, mais c'était pas par l'Esprit Saint, me semble-t-il. En tout état de cause, ce que traduisent toutes ces pathologies sociales, on devrait essayer de comprendre, au lieu d'être le nez sur l'événement et à débattre sur effectivement les problèmes très importants, que sont la pénurie de masques, de respirateurs ou de vaccins. Bien sûr, c'est un problème politique. Mais le signifiant, encore une fois, nous échappe parce que nous ne devons pas voir ces choses. Et nous ne voulons pas les voir tout simplement parce qu'elles sont le démenti du grand récit qu'on a tenté de nous imposer depuis des décennies et dont on voit maintenant le peu de crédibilité. Il est en train de s'effondrer sous nos yeux. C'est pour ça que je pense que moi, je n'ai pas la conception linéaire du temps chrétien, j'ai plutôt une conception cyclique. Je pense que l'histoire est un état de recommencement. Et que nous sommes en train de sortir du cycle des Lumières pour commencer autre chose. Le problème de savoir, cette autre chose doit s'incarner à travers quoi. Eliade parle vous savez, des manifestations du sacré, il parle des hiérophanies. Il y a des événements à travers lesquels on sent que le sacré est à l'œuvre. Les catholiques diraient la providence. Ils peuvent être parfaitement anodins, ils sont pourtant chargés d'un sens sacré. Alors, même si on ne décode pas tout de suite le mystère, on pressent confusément qu'ils sont porteurs de cela. Eh bien, nous sommes dans une période où les hiérophanies sont multiples et sont en train de se manifester de mille et une manières. Le problème, c'est de savoir les lire, mais en tout cas, elles signifient clairement que nous sortons d'un cycle. Alors justement, tout l'objet de votre livre, c'est un peu de comprendre comment on en est arrivé là, c'est-à-dire que au lieu de constater ce que font beaucoup de gens, à la fois le déclin dans la tribune des généraux et ce que vous appelez vous la décadence en prenant le mot décadence, et vous allez aux sources. Vous l'avez évoqué un petit peu, c'est la participation de l'Église elle-même à l'ex-christianisation du pays. Vous nous expliquerez ce terme-là, et c'est assez étonnant parce qu'on a l'habitude de dire finalement la France est déchristianisée sous les coups de boutoir de ses ennemis. Vous consacrez une partie extrêmement importante de votre livre, effectivement, au concile et surtout à l'esprit qui a amené à la fois à ce concile et à ses conclusions. Est-ce que vous pouvez vous attarder un peu sur ce sujet ? Oui, parce que c'est très important, parce que ça participe du mouvement d'ensemble qui est, durant cette période, la destruction méthodique de toute la culture populaire. Bon. Elle a été voulue. On va dire, il n'y a pas eu un complot, mais il y avait un projet. C'est le projet. La République s'est battue avec l'Église longtemps pour le monopole de l'éducation. Ça a été la Grande Guerre parce qu'on ne racontait pas la même histoire selon qu'on était républicain ou selon qu'on était chez les curés. Donc il n'y a pas eu un grand complot, il y a eu simplement des gens qui ont construit un grand récit, qui ont imposé ce grand récit qui a eu pour effet de détruire la culture populaire. Et une partie de l'Église a participé à cela. Elle a détruit la foi des humbles. La foi du charbonnier, cette foi qui en France était mêlée du paganisme. D'ailleurs, le futur, il n'est pas encore cardinal Danielou, écrit un très beau livre à la fin des années 60 qui s'appelle « L'oraison, problème politique », dans lequel il explique justement que le paganisme, c'est le premier évangile, c'est le substrat sacré de l'humanité, c'est le moment où l'humanité cherche des dieux. Alors, ils prennent ce qu'ils trouvent, quand ils n'ont pas la révélation chrétienne, ils vont chercher des dieux. Mais c'est-à-dire qu'ils ressentent ce besoin anthropologique de religieux, bien distinguer la foi de la religion. Vous savez, c'est le grand débat avec le protestantisme. La religion, c'est précisément la nudité sociale, puisqu'on le disait tout à l'heure, elle crée du lien. Elle crée un lien entre les hommes et elle crée un lien avec le Dieu créateur. Elle est microcosme et macrocosme à la fois. C'est ces deux fonctions. En France, pays qui a été tardivement christianisé, qui est resté très longtemps païen, le fond païen est très important. Il est, vous le savez, dans les sources, dans les lieux sacrés, dans les bois. Tout cela est resté très vivant et très habilement.
quand la France a été christianisée, l'Église catholique a récupéré les lieux du sacré et les a baptisés. C'est que puisque l'homme là a trouvé quelque chose qui le dépassait, c'est qu'il se passe quelque chose à cet endroit-là, et moi je le récupère pour mon Dieu créateur, quoi. Voilà. C'est ce qu'a fait l'Église. Elle a donc récupéré tous les lieux du paganisme, elle les a baptisés. Les fontaines, on a le nombre de fontaines guérisseuses en Bretagne, par exemple, le nombre de rites autour de les endroits où on va planter des croix, parce que précisément le lieu est réputé sacré, parce que c'était un lieu druidique ou un lieu de... c'est ça l'histoire de France. Bon. Et ce fond-là, qui est un fond de superstition, il est très important. Joseph de Maistre disait, la superstition a son rôle, c'est-à-dire qu'il ne faut pas avancer d'un seul coup au pied de la foi, de la révélation. Il faut progresser par étapes, si vous voulez, cette espèce de dégrossissement qui nous permet de comprendre le plus haut, en commençant par gravir les échelles du bas, hein, les échelons du bas. Donc la superstition a son rôle. Et le paganisme a eu ce rôle-là. C'est la propédeutique du christianisme, finalement. Hein. Et le christianisme va nous apprendre que le Dieu que craignaient les païens est aussi un Dieu qui est miséricordieux. Voilà. C'est la grande différence du christianisme avec le paganisme. C'est un Dieu qui pardonne, le Dieu des païens, non. Donc, la foi du monde rural français était mêlée de traces de paganisme, donc attachée à toute la ritualité. Ils ont voulu éliminer tout ce fond païen, au nom d'une église des perfectis, au nom d'une église qui serait l'église des cathares, quoi, des purs, quoi, qui ne serait qu'une église intellectuelle, qui ignorerait la religion du touchant. Les vieilles dames qui allaient poser leurs mains sur le pied de la statue de la Vierge. Je ne sais plus quel curé progressiste était rentré en rage, il avait découvert du rouge à lèvres sur les pieds de Marie, et donc il a fait remiser tout de suite la statue en se disant c'est insupportable. Ben oui, la foi s'est mêlée effectivement d'humanité, s'est mêlée effectivement du gros animal social qui fait que les gens ont des comportements qui... il n'y a qu'à lire d'ailleurs ce qu'avait recueilli Serge Bonnel, dominicain, il a fait un livre formidable, c'est les prières des Français, les intentions dans les sanctuaires mariaux en 1970, qui montre bien ce qu'était cette foi populaire. L'Église avait compris ça, donc les rituels abondaient, les processions abondaient, celle de la fête Dieu, celle de la communion solennelle, celle de l'irrogation, tout était occasion de faire fête. Et vous voyez, ça a été une réaction de la petite bourgeoisie intellectuelle formée dans les séminaires à ce moment-là. La fête, c'est païen. Ben oui, parce que la fête... Vous avez déjà vu des pardons en Bretagne, c'est extraordinaire. La dimension religieuse est très présente, d'avoir des magnifiques cantiques bretons qui sont vraiment, font partie des trésors du patrimoine musical catholique. C'est dommage qu'ils sont aujourd'hui un petit peu enfouis. C'était magnifique avec toutes ces bannières, avec ces statues. Et à côté, il y avait la fête foraine. Tristan Corbière, d'ailleurs, a fait un poème sublime qui s'appelle un des plus beaux poèmes de la langue française, s'appelle Rhapsodie foraine, sur le pardon de Sainte-Anne-la-Palue, où il raconte tout ça, les mendiants, etc. Après avoir défilé, on se saoulait. On était sous pendant 3 jours. Le pardon à Sainte-Anne-la-Palue, ça durait 3 jours. Mais il y avait ce mélange de fête dionysiaque et puis de célébration catholique. Les deux intimement liés. Pour un intellectuel vicaire parisien qui venait dans une paroisse bretonne, il regardait ça en disant « Je suis chez les sauvages ». Ben oui, mais c'était ça, la foi catholique en France, c'était pas autre chose. Et toute cette culture populaire, on a eu de cesse que de vouloir la détruire. Et alors, il y a quelque chose d'étonnant, c'est que le titre de votre livre part de la fin d'un monde, le sous-titre réveille votre côté provocateur avec ce sous-titre « Oui, c'était mieux avant », et en même temps, vous dites aujourd'hui, et encore une fois dans l'année qui vient de s'écouler, le vieux monde est de retour finalement parce que par ces applaudissements à 20h le soir. Oui, mais non, c'est pas du tout provocateur. Là, j'ai eu l'occasion de répondre, vous pensez bien déjà à cette question, et je maintiens, oui, c'était mieux avant. Je ne suis pas dupe, je l'ai vécu, je sais, je parle donc en connaissance de cause, de ce que l'ancien monde avait de pesant, d'injuste souvent et d'insupportable. Mais ce que nous avons gagné globalement relève de la technique. C'est un progrès technique. Ce que nous avons perdu relève de l'humanité. La joie de vivre, l'entraide, le don, la gratuité, la légèreté, la gaieté, la solidarité. Nous avons perdu tout ça. C'est-à-dire ce trésor de l'humanité que nous avons dilapidé. De même, je vous le disais, face à la mort, on peut dire que la religion est l'invention des hommes et que l'humanité a amassé ce trésor d'intelligence pour contenir son angoisse de la finitude. Ça, on peut dire ça.
Mais le fait est que le trésor était là. Alors qu'il ait été un don divin ou qu'il ait été une création humaine, en tout cas, il remplissait une fonction. Et cette fonction, aujourd'hui, elle n'est plus remplie. Donc, ce n'est pas la provocation de dire ça. C'est à la portée de tout le monde de faire ce constat. Quel est notre gain en humanité ? Ce qui m'oppose aujourd'hui à Éric Zemmour, par exemple, sur la notion de grand remplacement, c'est que je ne le vois pas là où il le voit, lui. Moi, je vois le remplacement des hommes par des postes humains. Je vois le remplacement de l'homme sacré, de l'homme religieux par le consommateur. Voilà. Et je crois que tous les autres, tout ce qui s'est passé derrière, rien ne peut être compris si on ne comprend pas ça. Si on ne comprend pas que tout est permis à partir de ce grand remplacement-là. C'est le grand remplacement du général de Gaulle par François Hollande, d'André Malraux par Roselyne Bachelot, de Georges Brassens par Richard Anthony, effectivement de la statue de Chaours ou de la sculpture romane des cathédrales par le homard de Kunz. Si on pense que ça a la même valeur, que c'est de la même humanité dont on parle, évidemment il n'y a pas de discussion possible. Si on mesure le fossé, l'abîme qui sépare ces hommes-là de ceux qui les ont suivis, si on ne fait pas ce constat, c'est pas très populaire de dire ça, hein, mais c'est la réalité. C'est la perte en qualité humaine. Voilà. Mais la perte en qualité humaine, il y a, si vous voulez, ce que Jean-Paul II appelait les structures du péché. Les hommes n'évoluent pas comme ça parce qu'ils ont décidé d'être mauvais, nuls ou médiocres du jour au lendemain. C'est parce que ce qui les entoure, la société, ce qu'on leur propose, leur offre finalement que les choses laides, médiocres ou pitoyables. Hein. Je ne suis pas en train de dire, regardez comme ils sont nuls et médiocres. Mais le constat est là. Donc nous avons perdu beaucoup en humanité, nous avons gagné beaucoup en technique. Le problème, c'est que le gain technique, le progrès, moi je ne suis pas ceux qui se rangent parmi les admirateurs béats du progrès, pour une raison simple, c'est que le progrès est paradoxal. C'est que les effets du progrès en annulent souvent les bénéfices. Je parlais avec une écolo ce matin, qui était Madame Saporta, et on convenait, on était d'accord sur cette analyse-là. Regardez ce qu'a été la révolution agricole en France. Ouais. En 1945, justement, elle est initiée par la JAC, la jeunesse agricole chrétienne. Et les évêques viennent là bénir les tracteurs McCormick qu'on achète aux États-Unis, qui sont fabriqués aussi en France, d'ailleurs dans une usine dans le nord de la France, en disant la charité doit se faire technicienne. On comprend qu'ils veulent revaloriser la France rurale, qui est le fonds chrétien, qui commence à être statutairement dévalorisé. L'esprit de la ville consiste à regarder cette France-là en disant c'est les ploucs, c'est les pecnos, c'est les bouseux, ah, c'est les glaiseux. Et puis, ils veulent en fait contenir la sortie du religieux en faisant que le monde agricole se modernise. Seulement, l'introduction du tracteur change le rapport à la terre, au travail, au temps. Tout devient... La mentalité précapitaliste qui faisait que le paysan ne comptait pas son temps, c'est « non, il faut que j'amortisse mon tracteur ». Donc, on introduit la notion de profit, de rentabilité. C'est un autre rapport au travail. La paysannerie n'est plus un État, ça devient un métier. Le paysan, c'était un État, quoi. Bon, on passe du faire-valoir à l'exploitation. L'exploitation, le mot dit tout ce qu'il doit dire. Bon, donc, les choses changent brutalement. Il ne s'agit plus de prolonger et d'accompagner l'œuvre du créateur. Il s'agit de la modifier par les intrants, par les engrais chimiques. Le créateur, il n'a pas voulu ça. C'est pas ce monde-là qu'il a créé. C'est pas ce monde-là qu'il a créé. Donc, à un moment, la transformation technique est faite. On est sorti de cette paysannerie précapitaliste, économie de subsistance, et on a oublié la religion en route. On aura détruit 5 millions d'emplois. On aura détruit nos paysages avec le remembrement. Crime contre cette vieille France. Crime contre cette vieille France. Les anciens le savaient bien d'ailleurs. Les talus avaient été calculés pour protéger la direction des vents. C'était l'observation de siècles entiers en disant ben non, il faut faire le talus là parce que ça, souvent les coups de vent arrivent par là, ou les tempêtes, ou la pluie. Ou machin. Bon, donc on détruit tout ça. La table rase, formidable, le rêve révolutionnaire, la table rase. Voilà. Tout ça toujours sur la bénédiction des évêques en disant c'est formidable, très bien. On saccage les paysans, les paysages. On détruit la fin des paysans, c'est le thème exploité par de nombreux historiens, 5 millions d'emplois. Pour 50 ans après, revenir à ce qu'étaient les techniques agricoles d'avant la révolution agricole, la permaculture, l'agriculture bio. Et on se dit, mais ça servi à quoi finalement la révolution agricole? Quel est ce progrès qui a tout détruit? Puisque finalement on en revient à ce qui était avant. On pourrait dire exactement la même chose. Il faudrait pouvoir
un jour, moi c'est mon rêve, inaugurer un monument de martyrologe du progrès. Tous les millions de vies humaines qui ont été sacrifiées au progrès. À commencer par les millions de vies humaines de femmes ou d'enfants dans le capitalisme du 19e siècle. Il suffit de lire un livre comme celui de Jack London, Le peuple de l'abîme, pour savoir ce qu'a été la condition des ouvriers, des femmes et des enfants. Les premiers à se pencher sur cette question, d'ailleurs, c'est l'Église catholique, c'est les légitimistes, c'est la droite conservatrice qui veut légiférer, qui impose une législation sur le travail des femmes, sur le travail des enfants, qui se dresse la première, avant même les socialistes français, contre ce capitalisme-là. Et des millions de vies ont été sacrifiées au nom du progrès. On disait, mais c'est formidable, vous vous rendez compte, on fabrique des produits, des machines, des choses extraordinaires qui libèrent l'homme, qui le font. Ça a eu un coût, on n'en parle jamais de ce coût-là. On dit, regardez ce que le progrès sauve comme vie humaine, mais regardez ce qu'il a coûté en vie humaine aussi. Donc on ne peut pas dire la colonne passif est vide, non, le passif est énorme. Alors il faut simplement l'apprécier en se disant que tout progrès entraîne finalement ce qu'on pourrait appeler un contre-progrès ou un anti-progrès. Voilà. Et que de ne pas le voir, c'est avoir une approche idéologique des choses. Voilà. Et Patrick Buisson, vous avez été le journaliste de Minute qui parlait énormément d'immigration à l'époque où personne n'en parlait, enfin, qui se dressait contre la politique d'immigration à l'époque où c'était très peu populaire. Vous êtes le conseiller du candidat Nicolas Sarkozy, le candidat de l'identité nationale, le candidat qui parle d'immigration, qui met les pieds dans le plat. Et aujourd'hui, où finalement ces idées-là, ce combat-là, on va dire, est très très répandu et voilà, est extrêmement repris par des gens qui arrivent tard, on va dire, dans ce débat-là. Et là, vous arrivez, vous nous dites, le grand remplacement, on se trompe, c'est pas celui de l'immigration, mais celui de l'homme religieux par l'homme économique. Quelle est la cohérence de tout votre combat ? La cohérence, elle m'apparaît à la fois indiscutable et elle s'est imposée à moi. C'est que, effectivement, il y a des gens qui découvrent le réel avec 20 ans ou 30 ans de retard. Donc effectivement, il y avait une forme de courage à une certaine époque, le directeur de Minute. Moi, ça m'a permis de rencontrer des gens fabuleux, d'ailleurs, de Michel Léon, Blondin, Jacques Laurent, Michel Audiard, Jacques Perret. Et pour moi, c'était vraiment un émerveillement. C'est une grande école de journalisme. Mais surtout, effectivement, ça se payait en marginalité, mais une totale marginalité. On n'était pas invité sur la radio, pas invité à la télé, et puis on était regardés comme des vilains petits canards, vraiment. Mais bon, ce qui fait qu'ayant vu cette problématique très tôt, moi je suis éveillé à la politique avec la guerre d'Algérie. Vous voyez, ce qui m'avait frappé déjà, c'est que personne ne voyait que ce n'était pas une guerre de libération nationale, que le Messalihadj Messalihadj ou Ferratabas, je ne me souviens plus, disait, je me suis promené dans les cimetières à Alger et j'ai pas vu la nation algérienne. Non, la guerre de libération nationale, comme ils disent, était une guerre religieuse. D'ailleurs, le nom du journal du FLN, c'était El Moudjahid, le combattant de la foi. Si on n'a pas compris ça, on n'a pas compris ce qui s'est passé. Et déjà, le mépris des musulmans à notre égard, puisque nous ne leur avions pas imposé notre foi. Notre politique, c'était laissons-les avec l'islam. Donc, ils nous considéraient déjà comme des apostats, des croyants médiocres, des gens qui ne croyaient à rien, quoi. Donc, il y avait le même regard que peuvent avoir les musulmans sur la société française aujourd'hui. Donc, moi, je suis venu à la politique par ça. Donc, j'ai vu tout ça. Il me semble avoir compris un peu plus tôt que les autres quels étaient les enjeux. Dans un premier temps, il a fallu dire, attention, l'immigration, c'est recréer les conditions de ce qui s'est passé en Algérie et en France, c'est un danger politique. On l'a dit, on n'a pas été entendu, on a été traîné dans la boue, vilipendé, injurié, stigmatisé, tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, il y a des gens qui viennent nous faire des leçons, nous expliquer que tout ça, c'est en mettant en avant la question de l'islam. Je dis, ils se trompent, la cohérence, c'est que le problème reste toujours celui de l'immigration, mais que notre rapport à l'islam, nous ne pouvons pas faire porter à l'islam. Ce qui est finalement la problématique essentielle, c'est que l'islam est le miroir de nos insuffisances et de nos démissions. C'est pour ça qu'il est insupportable. Il nous renvoie l'image de ce que nous avons perdu, et qu'eux n'ont pas perdu, notamment en termes de sociabilité, par exemple, notamment en termes de sacré. Donc, évidemment, la société française, face à ça, se trouve totalement désemparée, puisque le sacré lui est devenu étranger. Et les musulmans, de leur côté, portent un regard de supériorité civilisationnelle sur une société qu'ils considèrent effectivement décadente au regard de leurs critères. J'ai l'habitude de dire
que l'assimilation était possible et posait peu de problèmes dans une France encore chrétienne dans les années 60. C'est vrai, ça ne se posait que pour 1 million de musulmans et non pas pour 5 ou 6, mais parce qu'il y avait encore une identité française forte, il y avait une religion de substitution qui était le patriotisme, c'est une religion séculière, mais elle avait encore son attrait, elle n'était pas entièrement démonétisée. Et puis il y avait la grande proximité symbolique et morale entre l'islam et le christianisme, notamment sur le rôle de la famille, le rôle du père, sur le caractère sacré de la vie. Donc tout ça ne posait pas de problème. Ça pose de problèmes finalement quant à l'évolution française. C'est une forme de fondamentalisme républicain, de laïcisme qui accentuait la radicalisation de cet islam. Parce que, évidemment, l'islam ne peut rien trouver qui lui donne envie de s'assimiler dans la société française. Nous ne parlons pas de la nation française totalement dissoute aujourd'hui, mais les valeurs culturelles, philosophiques, métaphysiques, les musulmans regardent ce monde vidé de toute substance, qui est le nôtre, avec à la fois mépris et dégoût. Ils se sentent agressés dans leur être. C'est ce que je vous ai dit dans l'entretien que nous avons eu la semaine dernière. Et donc, si nous ne comprenons pas cela, c'est-à-dire que le problème essentiel, faute d'assimilation possible aujourd'hui, on va bien vouloir recrochaliser la France. Peut-être que je l'espérais, mais en tout cas, je sais bien que ce n'est pas un problème politique et ce n'est pas pour demain. Mais le problème politique, c'est l'immigration. Donc, à partir du moment où l'assimilation n'est pas possible, il faut réduire de toutes les façons, politiquement, à disposition, le poids démographique de l'islam, tout en laissant les musulmans libres de pratiquer leur religion. On les a fait venir, on peut leur dire, écoutez, notre modèle, mais quel est notre modèle d'ailleurs? Qu'est-ce que nous avons à leur proposer? Nous vous l'imposons au nom des valeurs républicaines. Et d'abord, il faut savoir de quelles valeurs républicaines on parle, parce que c'est évidemment agaçant d'entendre ce discours-là. Si c'est le Constituant, puis la Convention, et surtout la Convention en 93, c'est-à-dire avec le Comité de salut public, le régime qui invente la terreur d'État, qui va servir de matrice à tous les totalitarismes du XXe siècle, eh bien c'est ça, les valeurs républicaines auxquelles nous leur demandons d'adhérer. Ils n'ont pas besoin de nous pour ça. Hein. Nous pratiquions la décollation, le rasoir national, la guillotine, eux, la décapitation. En matière de barbarie et de fanatisme, on peut leur fournir des modèles, ça c'est sûr. Mais c'est pas ça qu'on va leur fournir. C'est quel res publica? Les res publica que nous leur proposons, son appareil symbolique est inexistant. Ces valeurs, c'est quoi? Vous êtes capable de les définir? Moi pas. Et de toute façon, qu'est-ce qu'on peut partager? Quel est le bien commun que nous pouvons partager avec les musulmans aujourd'hui? Mais le problème vient sans doute des musulmans, mais vient aussi de nous, ne pas le voir. Et rejeter la responsabilité de la situation sur les musulmans et les immigrés, c'est une faute. Et je le dis d'autant plus que ça fait 40 ans que j'ai mené ce combat, donc je m'estime en situation de pouvoir le dire. Le problème aujourd'hui essentiel, c'est effectivement celui de l'immigration, mais les responsables, c'est la classe politique. C'est ceux qui ont créé les conditions de cette implosion, de cette confrontation, en toute impunité, en toute inconscience. Certains étaient conscients, nous ont expliqué que l'immigration était une chance pour la France. Aujourd'hui, ils sont les premiers à venir nous dire, pour certains d'entre eux, parce que tous n'ont pas abjuré, que non, tout ça ne pose pas de problème, et tenir un discours, effectivement, qui, moi, a le don de m'horripiler, ce que je vous disais, effectivement, sur les résistants du mois d'août 44, c'est pas cela, il faut suivre jamais, jamais, jamais. Il faut essayer d'avoir toujours le recul historique pour comprendre ce qui se passe. Alors évidemment, comme ces codes qui concernent le sacré, l'intériorité des hommes, ce qui était jusqu'à présent leur substance, aujourd'hui sont totalement évacués du débat public et que même on vous recommande de ne jamais en parler et de mettre tout ça sous le boisseau, ben face à une société qui vit cela, qui se réclame de ça, qui prie 5 fois par jour, ne vous laissez pas enrôler. Ne vous laissez pas enrôler dans une croisade contre l'islam. C'est une voie sans issue. Ce n'est pas la bonne. La question politique, c'est la question de l'immigration. La question de la religion doit être traitée à part. Et certainement pas à travers la problématique que vous prenez aujourd'hui. Neutralisation de l'espace public,
finalement, ce qu'on propose, c'est un régime de persécution. Mettons-nous d'abord d'accord sur l'analyse des faits. Mettons les choses à plat et ayons le courage de ne pas nous laisser enfermer dans la caricature que nos adversaires attendent de nous-mêmes. Parce que c'est trop facile. Vous voyez, en tenant, je pense, le discours que je tiens, nous les décontenançons, nous les déroutons. Nous sommes là où ils ne nous attendent pas. Alors, au mieux, nous en aurons à leur moquerie, à leur lasie, alors peut-être parfois à leurs insultes, mais ce ne seront pas les mêmes que celles qui nous réservaient habituellement. C'est-à-dire que nous ferons montre d'une compréhension de la situation qui nous permettra de trouver une parole forte, légitime, qui ne sera pas une parole de guerre civile. Et croyez-moi bien, je ne suis pas un adepte de la dimitude et je ne suis pas en train de lancer un appel à la création d'un courant islamo-droitiste. À l'égard de l'islamisme, je suis partisan des mesures les plus sévères, celles de l'internement administratif. Quand on est en situation de guerre, eh bien l'État suspend effectivement l'état de droit, comme on dit, et pour faire la guerre, notamment l'islamisme nous fait la guerre, ben on répond avec des actes de guerre. Hein. Voilà, donc moi je suis partisan, effectivement, face à l'islamisme, de la plus grande fermeté. Mais précisément, on peut être ferme à partir du moment où on parle avec les musulmans un autre langage, pas celui du laïcisme, parce que sous le vocable de laïcité, on nous tient un discours laïciste, je dirais même laïcard, et donc c'est ça le problème. Effectivement, il n'y a pas de dialogue possible, et si on veut contenir l'islamisme, il faut précisément ne pas avoir cette position qui est celle de la société française, qui consiste à dire la religion c'est une affaire privée, ça n'a place que dans le fort intime. Oui. Alors donc on a fait venir des esclaves comme main-d'œuvre d'appoint pour appauvrir la classe ouvrière française. Moi ce qui m'amusait beaucoup, et je le rappelais dans une interview cette semaine, c'est qu'à l'époque où je dirigeais Minute, nous avions la même position que le Parti communiste français. Et que Georges Marchais écrivait au recteur de la mosquée de Paris en disant que l'immigration était un grave problème pour la classe ouvrière française. Ça, on a passé tout cela par profit et perte, comme quoi le Parti communiste ne racontait pas que des sottises, du moins à une certaine époque. Aujourd'hui, il en va tout autrement. Donc, effectivement, on va vers la guerre civile si nous maintenons cette position qui est une position intenable. Je trouve qu'il est beaucoup plus courageux et beaucoup plus profitable politiquement de commencer à expliquer les choses en disant mais l'islam nous renvoie une image qui est insupportable, mais cette image, c'est nous. Finalement, en fait, si on regarde dans l'histoire, vous évacuez, pour vous, la situation actuelle ne renvoie pas du tout à l'opposition qu'il y a eu pendant des siècles entre l'Occident chrétien et le monde islamique. On pourrait prendre l'Espagne comme exemple avec la conquête et la reconquête. Aujourd'hui, la question qui se pose, c'est beaucoup plus, la citation qu'on pourrait faire, c'est beaucoup plus que la nature a horreur du vide et qu'il faut se pencher d'urgence sur notre vide. Les conditions de la géopolitique ont changé. Les guerres de religion se faisaient par des conquêtes de territoire, mais des conquêtes qui étaient matérialisées par le choc d'armée ou je dirais, effectivement, en politique, il s'est passé quelque chose. Là, j'allais dire, l'ennemi est à l'intérieur, il est sur le sol, ça s'appelle l'immigration. Quand je dis de l'ennemi, j'ouvre des guillemets, parce que je considère précisément que l'ennemi n'est pas le musulman, n'est pas l'immigré. L'ennemi, c'est la classe politique qui a permis l'immigration. On est bien d'accord. Hein. Mais là, évidemment, la mondialisation, les flux migratoires qui ont toujours existé, parce que c'est vrai, par exemple, des artistes de la Renaissance venaient à la cour de François Ier, on ne s'en plaignait pas, hein, mais ce n'étaient pas les mêmes populations, ce n'étaient pas les mêmes nombres, hein, arithmétiquement, ce n'est pas tout à fait la même chose. Bon, donc les conditions ont radicalement changé, donc l'affrontement se fait différemment. Alors si effectivement, si c'est pour rejouer la bataille de l'Épante, une reconstitution, c'est toujours satisfaisant pour l'esprit, en tout cas ça peut amuser un certain nombre, mais le conflit ne se passe plus dans ces conditions-là, et il faut voir où est la ligne de front. Voilà. Où est la ligne de front? C'est la question qu'il faut se poser. Et alors justement, vous dites, oui, c'était mieux avant. Vous expliquez dans tout ce livre, effectivement, qu'il faut lire pour le comprendre totalement. La fin d'un monde. Voilà, vous expliquez Édité effectivement. Par Albin Michel. Voilà, et vous expliquez toute la fin d'un monde. Vous avez aussi été conseiller politique, donc intéressé par justement la prise de pouvoir politique au sens très noble du terme. Si vous conseillez aujourd'hui un homme politique, comment on fait pour que ce soit mieux demain du coup qu'aujourd'hui? C'était mieux avant, d'accord, on le comprend avec votre livre. Comment est-ce que ça peut être mieux demain? Vaste programme, dirait le général de Gaulle. Mais il y a des choses assez simples à faire.
refaire société. Pour refaire nation, il faut d'abord refaire société. Et pas les associations qui sont créées pour obtenir des subventions. Vous voyez, l'atelier, l'église, le bistrot étaient des lieux de socialité. Il n'y en a plus. Alors, il n'y en a plus Encore moins parce que tout est fermé, encore moins aujourd'hui. Mais refaire société, ça veut dire favoriser effectivement ce qu'on a vu avec les Gilets jaunes, c'est-à-dire renouer ces liens de proximité, de voisinage. La télé, c'est une évolution, c'est une invention terrible, parce que dans les années 60, elle rompt toutes les socialités, elle vide le bistrot, elle fait que la famille, à l'heure du déjeuner ou du dîner, on ne parle plus, on écoute la télévision, donc il n'y a plus le dialogue entre les générations, entre le grand-père et la petite-fille ou le petit-fils. Là, le magistère de la télé est reçu comme si c'était le Dieu vivant. Ça remplace le tabernacle, vous savez, c'est une espèce de lumière. Elle n'est pas rouge, elle est bleue. C'est une lumière bleutée. Elle prend la place des saintes espèces. Et tout le monde regarde ça comme ça. On est ouvert au monde, c'est formidable. On voit la fin dans le monde, le Bangladesh, mon Dieu, comme c'est triste. Et le voisin d'à côté, on ne sait plus ce qu'il fait, on ne sait plus ce qu'il dit, on ne sait pas s'il n'a pas besoin précisément d'un coup de main, on ne sait plus ça. Donc la télé devient un outil d'une puissance dont on n'a pas idée. Et la révolution des mœurs, des comportements, des attitudes, c'est l'outil télévision, c'est le grand outil de la rééducation populaire, du reformatage des esprits. On propose des modèles, c'est formidable. Alors, qu'on est un peu gland, qu'on est une jeune fille, on va dire tiens, il y a Sheila, Sylvie Martin, et on va se habiller comme Sheila et Sylvie Vartan. Quand on est un garçon, on va imiter. Pourquoi Jean-Philippe Smet choisit de s'appeler Johnny Hallyday? Pourquoi Claude Moine choisit de s'appeler Eddie Mitchell? Pourquoi brusquement nous coupons toutes les racines et que ces gosses des familles ouvrières sont des fils de personne? La Grande Révolution, c'est un truc sur lequel je suis vraiment d'accord avec Camus. La Grande Révolution de 38, c'est la révolution du prénom. On appelle le père et tout le monde par son prénom. C'est-à-dire qu'on coupe, on retranche la tête du corps. On dissocie le maillon de la chaîne. On interrompt l'histoire des lignées. Vous savez, Ariès racontait au XVIIIe siècle, dans son Histoire de la famille, que les prénoms c'était réservé aux enfants et aux domestiques. C'est niveleur et égalitaire. Le nom patronymique, il vous resitue dans une histoire. Il fait que vous êtes un héritier. Et précisément, c'est ça qu'ils ne veulent pas, c'est que nous soyons des héritiers. Donc, allons-y pour le prénom. Tout le monde s'appelle par son prénom. Moi, je suis encore dans une génération où, entre copains, on s'appelait Bisson, machin, etc. Et pas par nos prénoms. Hein. Même dans les cours de récréation. On n'était pas identifiés par nos prénoms. On était là à la place de notre famille. On avait un patronyme, c'est-à-dire on tremblait derrière nous, c'était honorable ou pas honorable, plaisant ou déplaisant, mais toute une histoire. Voilà. Bon. Et la grande révolution culturelle de mai 68, c'est ça, c'est la révolution du prénom. Le prénom qui coupe, qui tranche précisément. Alors, spécialité, c'est de couper les têtes, vous voyez. Donc, il y a deux machines, il y a la guillotine et il y a le prénom. Refaire société. Refaire société, il y a 1000 idées pour refaire société. Vous voyez ce qui se passe, moi je suis frappé, j'ai été président de la chaîne Histoire, par le nombre de jeunes mères qui prennent des initiatives sur le modèle du Puy du Fou. Il y en a un, par exemple, à Talmont, là, pas loin de chez moi, au Sable d'Olonne, qui a créé un spectacle autour de l'île d'Aquitaine, du château de Talmont, qui est formidable. Ça fait travailler ceux qui aiment les sports équestres, ceux qui s'intéressent au numérique, à la musique synthétique, à l'histoire de la région. Bref, des gens qui ne se seraient jamais rencontrés. Il y a 200 personnes qui travaillent. Mais des projets comme ça, ou des choses comme ça, il y en a des dizaines à l'heure actuelle qui sont en train de naître en France. Il y a même des gens qui se font la spécialité de ça. Je connais un garçon qui a fait ça avec la forteresse Saint-Vidal, qui est en train de faire ça. Bon, il y en a plein d'autres. C'est ça, refaire société. Refaire société, c'est aussi savoir qu'il y a en France 10 millions d'aidants, de gens qui se consacrent à des enfants handicapés, des enfants trisomiques, à des malades, à des vieillards, à des grands malades, et qu'ils font faire à la sécurité sociale une économie de près de 100 milliards d'euros. Si ces gens-là n'existaient pas, il n'y aurait pas de protection sociale. Elle n'est pas assurée par l'État, elle est assurée par des particuliers bénévolement. Quelle est la reconnaissance étatique à l'égard de ces gens-là? Fiscalement, par exemple. Alors que la société leur doit tout. Donc, refaire du lien social sur la base de l'entraide et de la gratuité, mais ça n'a pas d'intérêt parce que ça ne coûte rien, que ça ne permet pas d'être marchandisé, ça ne permet pas aux mutuelles d'encaisser plein d'argent, ça ne permet pas aux nouveaux prestataires de rendre de façon payante les prestations que l'ancienne société donnait gratuitement. Donc évidemment que ça n'a pas d'intérêt, donc évidemment que ce n'est pas à l'ordre du jour, mais une politique digne de ce nom qui referait, on va employer un gros mot, du localisme, hein, pour le mot est juvin, donc
forcément c'est une mauvaise idée, c'est-à-dire qui considérerait les problèmes à ce niveau-là, c'est-à-dire au niveau du lien social, et la reconstruction du lien social, serait la bonne politique. Mais qui aujourd'hui aura la force, le courage d'ouvrir ce chantier, qui est le chantier absolument essentiel. Il y a quelques politiques qui voient ça quand même. Il ne faut pas dire ils sont tous dans le déni et ils ne voient rien. Non, il y en a quelques-uns, mais pour l'instant ils n'exercent pas le pouvoir. Et puis je pense que le chemin est encore assez long, bien qu'il y ait effectivement des accélérations que sont l'explosion de l'insécurité, du terrorisme, de la pandémie, qui peuvent hâter certaines prises de conscience. En tout cas, c'est ce qu'on peut souhaiter. Ce qui est, semble-t-il, en train de se faire, parce qu'on voit bien quand même les indicateurs qui sont en train de bouger. Mais encore une fois, il ne faut pas se tromper de route. Et puis surtout, il ne faut pas avoir de scrupules. Là. Vous savez, la grande accusation des progressistes, c'est de dire « vous voulez revenir en arrière ». Ça, c'est le péché absolu. Mais l'histoire ne fait que revenir en arrière. Et sur mai 68, le cycle de mai 68 est en train de se terminer. Les Français plébiscitent l'institution militaire. 68, c'est le rejet de l'autorité, c'est le rejet de toute institution. Donc on revient bien en arrière. Après le temps des totalitarismes et le retour à la démocratie, on dit donc revenir en arrière à la période d'avant. Donc l'histoire balbutie, revient sans cesse en arrière. Et il n'y a aucune honte à revenir à l'endroit où on s'est trompé de chemin pour prendre la bonne route. Je veux dire, c'est même plutôt une réaction saine et intelligente, plutôt que de continuer à foncer à folle allure sur l'autoroute qui ne mène à rien, ou qui mène à l'abîme. C'est-à-dire, zut, je me suis trompé de chemin. Et on fait demi-tour. Ça s'appelle le courage politique. Mais revenir en arrière, ce concept même, pour un progressiste, c'est absolument blasphématoire. Merci beaucoup Patrick Buisson, et on ne peut que encourager les lecteurs à lire donc La fin d'un monde aux éditions Albin Michel. Merci. Merci beaucoup.